y a des intellectuels que nous devons respecter et même vénérer. Il y a des savants qui vivent parmi nous et qui ne doivent pas mourir dans l'anonymat et l'indifférence. Le professeur Jean-Baptiste Obama, philosophe africain, fait partie de cette espèce rare, car depuis près de 80 ans, il professe à temps et à contre-temps la science et le savoir. Certains affirment même qu'il dérange. Alors question, qui est ce vieil homme au par-dessus qui critique et tutoie les grands? Comment vit-il sa retraite aujourd'hui? Quels sont ses problèmes, ses souvenirs et ses espoirs? L'équipe de QSD est allée à sa rencontre à Eban-Mongon, son village natal situé à près de 40 km de Yaoundé. Voici, sans plus attendre, le vieil homme et le par-dessus. Comme un jeune homme il n'y a pas longtemps, qu'est-ce que c'est cette histoire? Bon. Eban-Mongon veut dire que les Mongons, ce sont les grelots de chiens. Eban, on ne devrait pas dire Eban, mais Eban-Mongon. Là où l'on fabrique les grelots de chiens. Parce que cet endroit était un endroit qui appartenait à toutes les tribus des Etanga. Et il était interdit à un individu de s'installer là. Parce que toutes les tribus venaient et forgeaient leur grelot de chiens. Et ils faisaient la chasse collective ici. Et ils faisaient leur sorcellerie, comme on dit, le mot n'est même pas juste. Ils faisaient leurs rencontres mystiques. Donc c'était un endroit où personne ne pouvait loger à titre individuel. Quand mon père est venu en 1933, il était intendant des plantations du chef Charles Atangana. Il est venu s'installer ici avec son frère, qui est Pierre Bala. Bon, et cette maison qui est derrière? C'est justement, ils sont venus donc à ce moment-là, en 1933, ils ont dû supplier la population, comme ils étaient les élites de l'époque, de les autoriser à s'installer ici. Et on a fait un grand rituel, et c'est en 1933, et tout ceci était une forêt absolue, personne ne devait s'y installer. Bon, alors, à partir de 1933, on a planté un arbre au tombeau dont je vous ai parlé, et comme jusque-là, beaucoup des enfants que mon père et ma mère fabriquaient en chaîne, comme la famille des Jean-Sébastien Bach, maman a eu 21 accouchements. Alors, tous ceux qui sont venus un peu avant moi et après moi sont morts. Moi, j'ai refusé de mourir. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé qu'il devait te rencontrer. Bon, de toute façon, j'ai refusé de mourir et en 1933, donc, on a planté cet arbre-là qui n'est plus là, le tombeau, rituellement. Et c'est à partir de là alors que sont nés le chef Sida Blaise et Sida Basile Tsungi. Les Sida, c'est le seul nom des Etanga. Chez tous les Ewondo, eux seuls portent ce nom. Mon père m'a obligé à faire les recherches là-dessus. J'ai découvert que Sida venait de Sidi arabe. Et que le premier Etanga qui avait pris la fuite s'appelait Sidi. Il avait traversé sans traverser avec le Bénin, la Sanaga. Mais il a pris la fuite, il s'appelait Sidi. C'est ça qui s'est transformé en Sida. Il venait de chez les Tikars. Nous sommes les descendants des Tikars ici, tout en parlant Yaoundé. Voilà. Donc la maison que vous voyez a été construite dès 1933. Elle est en train de tomber? Maintenant, elle est en train de se relever parce que tout ce côté-ci, c'était cassé déjà. Tout ce côté-ci, on a commencé à changer par la brique. Maintenant, il faut terminer et transformer un tout petit peu. Vous n'avez pas peur que le ciel ne tombe sur vous? Non, je vous dis que tout ça, c'est déjà devenu en briques. Donc, c'était tout en porte-à-porte avant. Il faut tout remplacer doucement. Et qu'est-ce que cette maison représente pour vous? C'est la maison familiale. La maison vraiment familiale, quand on sait que rien que du papa, Sida Charles, et de la maman, Anastasie Ongola, la fille du chef Obamongola justement, dont j'ai hérité le nom, eh bien, elle a eu 21 accouchements, comme je vous ai dit, mais il est resté 10 survivants. Et tout ce monde-là s'est mis à
à fournir ce qu'il faut. Maintenant, on compte avec tous les arrière-petits-fils à peu près 150 enfants depuis leur départ à eux. C'est quelque chose d'extraordinaire. Si tout ce monde voulait se réunir ici, je n'aurais même plus de place pour les mettre. Alors, derrière vous, il y a une sorte de petit bâtiment non achevé, inachevé. Bah, c'est la tombe que tout ce monde-là doit faire à titre collectif. Je n'ai pas accepté qu'un seul fasse ça. Alors, nous avons de très grande qualité chez les petits, mais un très grand défaut, c'est un certain individualisme indépendantiste. Chacun veut dire c'est moi qui fais, j'ai interdit. Vous devez vous entendre pour faire une œuvre collective. Voilà pourquoi ça traîne. Ça va finir doucement, mais ils finiront par se mettre d'accord, je l'espère, avant qu'ils ne partent au pays vivant des morts. C'est donc un problème, ça traîne exprès, parce qu'ils ne veulent pas encore s'entendre. Chacun veut faire tout seul. Comme on faisait dans notre vieille époque, ce n'est pas bon. Est-ce que les parents sont donc contents de là où ils sont? Je leur souhaite d'être mécontents sur ce point. Ils l'ont d'ailleurs manifesté plus d'une fois. Et ça, c'est un des problèmes. C'est tout à fait normal, les familles camerounaises. Ils ont manifesté en quoi faisant? Bah, il y a eu des songes. Ils ont annoncé en songe beaucoup de choses. J'essaie de leur faire comprendre que ces songes ne sont pas à mépriser. D'autant plus que dans la Bible, mon Dieu, Saint Joseph, ah mon Dieu, il n'apprenait les choses que par les songes, n'est-ce pas? Il ne faut pas se moquer des songes comme ça. Et alors, j'insiste sur le fait que je ne suis venu ici qu'à l'âge de 7 ans. Comme moi, je suis né à côté du monument de la réunification de Ngwaikele. Que tous les autres qui sont nés seulement ici. Alors en 1933, nous fréquentions ici. La petite casse-chapelle qui est là devant n'existait pas encore. Mais il y avait une autre petite casse-chapelle ici derrière où nous apprenions. Et pendant un an, en 1933, après ça, mes parents m'ont envoyé chez mes grands-parents au Bamongola, le chef. Et la grand-mère qui s'appelle Odile Ongba. Et c'est là que j'ai continué donc à fréquenter l'école de Volier, l'école primaire, jusqu'en 1933 ici. 1934 à 1939, Volier. Et c'était très intéressant. On est arrivé au cours élémentaire, deuxième année. Et c'est à ce moment-là qu'on nous a pris pour le séminaire, ceux qui voulaient aller. C'est bien que 1939, en pleine guerre, on est quand même entré au séminaire. Et parmi les souvenirs, j'en ai surtout deux. Mon propre père, Sirachal, comme je vous l'ai dit, était une élite de l'époque. Il faut quand même rappeler en un monde comment ils ont fait. Lui, il était resté orphelin. Et il a été élevé par sa sœur aînée. Et il a fréquenté l'école des Allemands. Et pendant la guerre de 14, ils savaient déjà leur allemand. Alors, à partir de 1918-19, on les a repris pour apprendre l'école française en une année. Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que c'est la même méthode que j'ai dû suivre à ma façon. Ils commençaient toujours par la langue locale, les Hondo. Donc, pédagogiquement, c'était très important et de partir de la langue maternelle. Alors votre circuit, comment... Mais c'est justement que j'ai dit, donc lui, il m'apprenait lui-même ici la langue Hondo. Et ensuite, il m'apprenait le grégorien. Parce que tous les soirs, on devait apprendre le grégorien pour aller chanter dans un des postes de mission qui sont ici, soit Bikok, là-bas, qu'on appelle Bikwap encore aujourd'hui, soit en Simalène, l'autre côté, soit au vent. Et nous quittions, ça c'est un des souvenirs que je garde. On n'était pas comme les jeunes d'aujourd'hui. On quittait ici à 4 heures de la nuit à pied pour rejoindre ces postes-là. Et on avait appris la veille toute la musique grégorienne. Et si j'insiste dessus, c'est parce que cette musique grégorienne, je l'ai donc apprise étant enfant et déjà chez mes parents. Mais chez les grands-parents, j'ai donc appris tout le reste.
C'est le deuxième souvenir, un vélo. Il s'appelait Abba Banga. Abba Banga, il était né infirme, handicapé, mais il était formidable pour fabriquer les balafons, pour faire toutes les musiques. Toutes les musiques qu'on entend aujourd'hui encore de Sidonie. Toutes ces musiques-là, Sidonie ou les autres qui sont de la zone, ils nous apprenaient toutes ces musiques-là au balafon. Si bien que moi, je peux les reproduire maintenant. Je les ai toujours reproduites au piano et à l'orgue, comme les Sidonie les reproduisent, les mêmes airs. J'insiste beaucoup, voilà les gens qui m'ont formé à la base. Et la conclusion est très simple, il va aller très vite. Dès le séminaire 1943, petit séminaire d'Akona, j'ai écrit la première pièce de théâtre de l'époque en français et en néondo, Bargossan. Bargossan, on ne la connaît pas beaucoup, mais ils l'ont beaucoup joué pendant que j'étais en Europe. Pardon? L'intrigue était très simple. Un monsieur Bargossan, qui était un voleur patenté, diplômé, disait-il, il s'était mis en tête que les gens étaient trop pauvres, il fallait donc voler les riches, et particulièrement les missionnaires, pour leur apprendre à faire la distribution des biens évangéliques. C'était l'intrigue. C'était quelque chose d'amusant. Mais enfin, on a fait ça en français et en néondo pour la première fois, avec une petite préface que me rappelle souvent mon professeur qui nous avait soutenu pour ça, Martin Atangana. Lui a retenu de mémoire, moi j'ai oublié la préface, et il a retenu de mémoire le début. Il dit, on bien une prose, un en kwabentangan, te duo bobisu, une femme kwaboan. Ce qu'on appelle prose ouverte, en langue des blancs. N'en doute pas, nous en avons autant dans notre langue maternelle. Donc un art poétique où on relançait la méthode des joueurs de fête, qui est rythmique, où la musique est épousée par la parole, d'après les accents toniques. Donc nous n'avons pas la rime comme les blancs, mais nous avons un rythme et des assonances et des rythmes qui retombent de telle façon que tout est en haut, par exemple, larga si ta ta ta, larga si kolgongon, larga si ta ta ta, ou alors mendilmi sam kananga biomon, amon zama kormilang mayok, fam ye wulu dulong kok, fam en ba wulu dulengbam, siri tu yani afan, siri tubu, vous voyez. C'est quoi? Bon, Mendilme Samkane, c'est un air de joueur d'un vet qu'on nous apprenait aussi, étant enfant. Mendilme Samkane a enfanté un brave gaillard. Bon. Jamais un homme, qui est mâle, ne marche comme une antilope. Femme ou le doulon coq, femme bas ou le doulon, un homme viril doit marcher comme un lion. Les bêtes le voient en forêt et prennent la fuite. Voilà comment ils éduquaient les gens. Donc, alors on a été éduqués comme ça, et j'avais tous ces bagages-là en allant au séminaire. Et après la pièce Mbargosson, le révérend Père Bonne nous a aidés à fabriquer les premiers balafons. Maintenant, il y a le balafon partout, on ne sait pas d'où ça sort. C'était interdit. Mon soeur Graffin disant à l'époque que la musique des nègres était la musique diabolique. Alors, moi je l'ai eu au moins, il nous avait dit d'essayer de voir si on pouvait transformer ça. On a donc créé les premières musiques en style indigène, comme on appelait. Et j'ai donné ça avec Piccolo Ngoumou. Moi j'étais en épreuve, leur professeur, leur équipe était Piccolo Ngoumou, un gars aussi intelligent que celui qui est mort au jésuite là, à Zombo. C'est une classe remarquable. Un autre Sylvain à Tangana. Et encore un autre qui est actuellement en Balmayo. Celui qui a fait de belles choses là-bas, chez le Betty. Vous connaissez le père d'un Balmayo, l'abbé d'un Balmayo là. Noir. Alors c'était l'équipe que j'avais et on a chanté pour la première fois un chant qui sortait d'ici, de cet endroit. Le chant sortait des danses des Wanga. On chantait comme ceci. Monaye, monaye. On dansait ça. J'ai donc pris ce chant. J'ai voulu le transformer en chant d'église. Et mon soeur Graffin m'a dit, si tu laisses les rythmes tels que c'est là, et si les gens dansent à l'église, je te chasserai avec eux. J'ai donc dû casser les rythmes, et c'est devenu Ayo sebo ntan Yesu, un homme yankoro ovuma,
Ayusabo, Nkalmison, au Kalgande Zamba, Yanamwan. On n'avait plus que. Mais au Joseph protecté, comme c'était en l'honneur de Saint Joseph, au Joseph, Père nourricier de Jésus, au Joseph, patron de l'Église, protège l'Église de chez nous. Alors, mais il fallait casser le rythme, mais le mode était semblable au quatrième mode grégorien. Et, le séminaire, alors c'est dans le séminaire que j'ai donc fait cette musique-là, et le 50e anniversaire de Volier. C'était en 1951. Tous ces jeunes gens-là dont j'ai parlé, Pingou et autres, ils étaient encore petits, ils ont imposé ça en chantant ça à la cour de Volier. Et c'est comme ça qu'eux continueront plus tard, ce que vous savez maintenant. Donc c'est important de le dire. Il ne faut pas de la fausse modestie, nous étions des drôles de pionniers. J'ai eu une chance de pendu, c'est comme ça que la présidence fait ses affaires. Je n'ai pas de certificat de fin d'études, moi qui suis là, ni le père Hebga non plus. Il était mon compagnon de classe, et avec Sébastien Bessolo, on nous avait interdit de nous présenter aux examens. Alors, c'est quand on est parti en Europe qu'on recommençait au point zéro pour faire un bac là-bas, c'était interdit, pour nous ici. Bien, quand j'ai dit aux gens, je n'ai même pas mon certificat de fin d'études, puisque je me suis arrêté au cours élémentaire 2. Et qu'on a continué au séminaire sans avoir le droit de passer aucun concours officiel. Un détail qui n'est pas mauvais, et que je tiens à ce qu'on connaisse, un de nos aînés, André Marimbira, était un grand séminariste à Bafia, un poste que mon père avait fondé, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il avait été instituteur, après major en 1919, il avait fondé le poste de Bafia comme école, et André Marimbira ira dans la même école comme séminariste, pour former des jeunes qui allaient au certificat, quelques-uns de même âge que lui. Alors, il n'avait pas de certificat. Il a décidé un bon matin d'enlever la soutane, d'aller passer le certificat avec ses élèves. Dès qu'il l'a passé, on l'a renvoyé du séminaire pour désobéissance formelle. Et voilà comment il est devenu Premier ministre. Bon, vous voyez donc, ce problème de diplôme n'était pas amusant. Et finalement, j'ai eu la chance de pendu de passer le concours biblique, premier concours biblique de l'Union française, 1950-52, sur le psaume 2 dans les deux testaments, parce que je m'étais préparé comme exégète au séminaire. Et comment fallait-il le faire? Je ne connaissais pas le grec, je ne connaissais pas l'hébreu. Il fallait se débrouiller, on s'est débrouillé. Et j'ai passé cette affaire-là, et j'ai reçu 42 volumes de la Bible de Jérusalem qu'on était en train de publier. Et ça m'a facilité le départ en Europe. En 1954, je suis donc arrivé à Paris. Et les Dominicains, puisque j'aimais l'exégèse, ont voulu que je reste avec eux. Mais j'ai tenu à aller jusqu'à Jérusalem après, pour connaître un peu tout ça. Et voilà comment l'UNESCO m'a mis la main dessus. Je suis devenu boursier UNESCO, en même temps que le révérend Père Vin et Francis Bébé. Devinez en quoi? Le Père Vin, c'était en histoire. Francis Bébé et moi, c'était en musicologie. Alors, on est devenu boursier UNESCO. Moi, en plus de la musicologie, je devais terminer, ma thèse était harmonie des harmoniques du tam-tam africain. Bon. Après ça, j'ai ajouté une deuxième thèse, mais en philosophie, sagesse du masque nègre. Bon, ça c'est mes affaires de doctorat. Et un troisième élément est intervenu quand j'étais chez les Dominicains. J'ai voulu étudier l'art nègre et l'art médiéval. Ça fait 3 grands documents d'Europe. Même celui-là, art nègre et art médiéval, j'ai fait une espèce de soutenant de thèse amusante. Comme malgré moi, quelqu'un, il s'appelait Jean Laude, a été envoyé par Présence africaine à Neuchâtel où l'UNESCO m'avait envoyé pour préparer le festival de Dakar. Et il a tourné un film, Art nègre. Vous avez encore la copie de ce film au Centre culturel français de Yaoundé. C'est pourquoi je vous en parle. J'étais encore jeune, mais on bagarrait. Finalement, après 10 ans d'exil, je suis rentré au Cameroun en 1964, de 54 à 64.
invité par le ministre, c'était Kimboumoua, pour qu'on prépare le festival des arts nègres de Dakar, 1966. Et c'est comme ça que je suis rentré à faire la recherche et l'enseignement, particulièrement dans les lycées. J'avais opté pour les lycées ou pour les collèges, lycée Sainte-Thérèse, lycée Leclerc, lycée d'Obala. Pourquoi les lycées? Parce qu'à l'université, à l'époque, je voyais qu'il y avait des refroidissements dès qu'on voulait parler des choses nègres. Or, moi, j'avais été formé par l'UNESCO comme expert en choses africaines. Et ça n'était pas accepté à l'université. Je ne sais pas s'il s'allait aujourd'hui. En tout cas, ce que je sais, c'est que Raphaël Onambélé et Feu Melonnet, ils avaient voulu faire quelque chose de très important à l'université, des publications. Mais ils n'ont jamais pu être subventionnés. Et voilà, donc, je crois, donc, vous avez grosso modo, je deviens coordonnateur de la culture camerounaise pour le Festival de Dakar. J'irai jusqu'en 68 et le père Mvangma remplace le centre culturel français. Mais notre tâche à nous était de monter l'université, puisque nous étions experts UNESCO, pour lancer les langues, le bilinguisme, et en même temps créer la recherche. On bifurquait en ministère de la Culture, qui était avant lié au ministère de l'Éducation au temps d'été Kimboumoua. Ensuite, recherche scientifique. Et enfin, l'enseignement supérieur, c'est sorti de là. Premier mariage, je le fais à Paris. Pour vous dire d'abord, il faut d'abord dire comment j'ai fini par me marier, puisque j'étais clerc. Bon, j'ai été clerc jusqu'au sous-diaconat. C'est une chose que les gens ne savent pas. Et en tant que tel, on ne pouvait même plus me casser. Mais j'ai eu tellement de problèmes à cause de cette histoire de la musique nègre. Je suis parti me défendre à Rome. Personne ne voulait admettre que la musique nègre puisse servir à Dieu. Quand j'ai eu la bonne idée de filmer sous le nez du pape Pie XII au Vatican les Éthiopiens, le collège éthiopien qui dansait là-bas comme David devant l'arche. Comment m'avait fait entrer là? Parce que on m'a demandé si j'étais éthiopien. Comme j'avais le même teint, on m'a fait entrer croyant que j'étais éthiopien. Et j'ai tout filmé. Avec ça, je me suis défendu, mais personne n'a accepté. Il y avait beaucoup de racisme à l'époque. Culturel surtout, pas seulement physique. Et j'ai dit, oups, au revoir. Là-dessus, j'ai reçu tout ce qu'il fallait comme autorisation pour me marier. J'ai donc épousé une première femme, une Française, qui est enterrée là, parmi les tombes que vous avez prises, Marie-Thérèse Obama, née Lambrouck. Nous avons eu un enfant qui s'appelle Pascal Obama, qui a à peu près 40 ans aujourd'hui. Il travaille en Europe, il vient de temps en temps ici. Alors je crois que ça c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai jamais eu, une femme qui a lutté contre sa parenté raciste. Je me souviens une fois, les gens lui ont dit, mais comment peux-tu, toi tu t'appelles Lambrouck, descendant de Léon Gray. Donc les gens du Nord, ils étaient des nobles. J'avais même reçu une bague en or, qu'elle avait comme héritière. Donc c'était une famille de princes de l'époque. Deuxième femme? Non, la première. La deuxième alors? Alors attendez, donc je termine avec celle-là, c'est parce que c'est important. On lui a dit, comment peux-tu aller épouser un nègre? Alors, il leur a répondu, mon nègre est plus beau que vous. Et peut-être il est plus intelligent encore, et ça a mal tourné. Et on est venu en Afrique comme ça, et elle est morte ici, enterrée ici. Mais ce qui est important, et qui est même un devoir, c'est qu'elle était diplômée, elle, en littérature française et en art dramatique. Et c'est elle qui a formé tous ceux qui sont à Yaoundé actuellement. On a oublié injustement cette femme. Les autres Sabma, tout ce monde-là, sont passés au foyer de Mvormbi. C'est elle qui les a formés à la diction. Et on a oublié, ce n'est pas bien. On a connu que Madame Leloup, qui a eu les forces de l'université. Mais c'est elle qui a créé tout le théâtre, parce que quand on est arrivé en 64, on ne jouait que du Pirandello au Centre culturel français. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu une autre chance de pendu. Il y a de temps en temps des chances. Ma pièce Assimilados, qui était cette fois une tragédie,
a primé au concours théâtral de 1970. Et c'est elle qui a fait le montage. Et comme ça avait primé, cette pièce a été longtemps jouée à Similados. L'intrigue, vous ne la demandez pas non plus. Eh bien, très simple, j'ai choisi l'Angola comme étant l'endroit où la colonisation continuait durement à l'époque. Mais un conte de l'Afrique occidentale qui mettait en scène un enfant devenu mulâtre et dont on se moquait à l'école partout. Alors cet enfant devenu mulâtre, assimilé, je le transporte en Angola. Et le joueur de Mvet Mokoko, lui est du Cameroun, et qui utilise le genre Mvet pour dire toute cette belle histoire. Que le colonisateur, tu es bienvenu, on t'a accueilli en amitié maintenant, tu peux t'en aller, tu as assez fait de mal, non? Alors, les gens ont très mal jugé la pièce en partie, les gens croyant que ça défendait les Français par l'assimilation. Les autres disaient que c'était l'assimilation. J'ai dit, mais non. Ce qui a plu, la pièce a primé uniquement parce que j'ai transposé le style du Vet dans le théâtre radiophonique. Voilà. Alors, la deuxième femme se trouve être une petite dame que je n'ai pas pu garder. On a eu quand même des enfants, je n'ai pas pu la garder parce que nos sœurs ne sont pas très intéressantes toujours. La troisième, c'est celle que vous avez vue là, qui avait déjà des enfants. Et la quatrième vient de mourir, Marie-Thérèse. On aime chacun d'après ce qu'il est. Alors, mais chacun ayant ses qualités et ses défauts, mais chacune de ces femmes a eu ses... Comme je vous l'ai dit, Marie-Thérèse, Marie Nélambrou, la française, c'était beaucoup plus les rapports culturels. Et c'est très important dans le mariage. Alors, les autres ont chacun son don et ses défauts. Ouais, pour ça... J'ajoute que l'amour n'a pas de couleur. J'insiste dessus. On peut se marier entre blancs et ça ne colle pas. On peut se marier entre nègres et ça ne colle pas. Il s'agit de bien tomber. Je suis parti du principe que quand on va en retraite, si on ne fait rien, on crève très vite. Vous avez pris retraite en quelle année? Il y a 10 ans que je suis en retraite. C'est-à-dire? Nous sommes en quelle année maintenant là? 2001? Non, il y a 15 ans donc par conséquent. Donc je suis parti en retraite en 85. Bon, disons 15 ans que je suis en retraite. Alors je me suis organisé. J'ai jamais autant travaillé que depuis que je suis en retraite. Premièrement parce que j'ai la recherche que je poursuis toujours. Les recherches dans le domaine de l'histoire, dans le domaine de la philosophie africaine, dans le domaine de l'exégèse. Par exemple, je suis en train de terminer un ouvrage sur le mystère d'Israël. Je veux quand même comprendre que c'est cette histoire-là. Bon, ça c'est le domaine de l'exégèse. Pour la philosophie africaine, le communautarisme africain, tous ces manuscrits, il faut les mettre en forme, plus alors les anciens manuscrits qu'on peut mettre sur la musique ou sur la philosophie, il faut les mettre en forme. Donc, j'ai énormément d'occupation pour essayer de mettre en forme ou fabriquer d'autres. Donc, je vous dis bien, il y a au moins 10 manuscrits qu'il faut mettre en forme en ce moment. Et deuxièmement, il y a la lecture. Il faut m'informer. J'ai une vieille bibliothèque qui a des livres de fond. Parce que j'ai passé mon Europe, chaque fois que j'avais un sou, j'achetais un bouquin que je lisais et j'ai engrangé ça. Et quand je suis venu, le gouvernement camerounais m'a fait une joie immense. Malheureusement, on n'a pu me prendre que la moitié des livres que j'avais achetés. Ça, ils ont mis dans un bateau en payant 2 millions de francs de l'époque en 64. Mais il n'y a rien que la moitié qui est arrivée. Bah, cette moitié-là, cette bibliothèque-là est assez grande, avec des documents de fond, dont je l'utilise, je revois, je classe mes manuscrits. Bon, quand je me sens physiquement à la hauteur, nous avons des plantations. Nous faisons les arachides. J'aime beaucoup les arachides. Surtout que j'aimerais qu'on mette en route définitivement l'expérience qu'on a faite au monument de l'unification depuis 20 ans, qui est manioc à la sardine,
macabose, banane douce à la bière. Les cordes au miel, je vous dis qu'on doit pouvoir utiliser ces choses-là. Alors, je travaille de temps en temps, d'après mes forces qui me restent, quand il y a quelque chose à faire dans les champs. Et enfin, il y a un troisième aspect qu'il ne faut pas oublier. Je reçois beaucoup ici. Je reçois beaucoup les jeunes de l'université, ceux qui font des mémoires. Parce qu'on leur donne des thèmes de mémoire tout le temps. Sur les bêtises, sur le maca. Il y a eu même quelqu'un, un jeune homme, qui venait je crois, du Congo, qui voulait faire un mémoire sur la ville de Yaoundé. Oui, donc ils viennent souvent ici pour la documentation. Et je crois que ça m'occupe déjà suffisamment. Et de temps en temps, je vais à Yaoundé une fois par semaine seulement. Il ne faut pas rester encrousté sur place. Ça ne fait pas de bien. Et quand vous voulez vous détendre? Mais quand je voulais me détendre, j'avais un piano avant qui était abîmé. Je n'ai plus de piano. Alors, il ne reste plus qu'à regarder les beaux arbres qui sont là, humer l'air frais, et puis alors faire la peinture. J'ai fait la peinture. Et ça occupe beaucoup l'esprit et la main. Donc quelques tableaux, tous les tableaux que vous avez là, c'est moi qui les fais. La plupart de ces tableaux sont des tableaux d'histoire. L'art qui est dans ce rayon et des recherches de différents ordres dans le domaine de l'histoire, de la philosophie, de l'exégèse, etc. Les recherches. Alors c'est la documentation de recherche, là. Toute cette série, c'est la littérature et le droit. Histoire, documents UNESCO, politique et théologie. Zane nyumba akatavali. Vous me posez là, c'est pour la beauté des yeux, c'est pas pour autre chose que je les mets là. Ça ne doit pas rester à la cuisine. Comme tu faisais tout. Quelle drôle d'idée. Ça va me permettre de prendre une tasse de café en plein temps. Comme tu ne prends pas de café, fais ton théâtre avec lui là-bas. Il faut les profiter. J'estime que moi je fais la politique fondamentale. La politique a deux définitions que j'ai inventées. Une qui est absolument ce que nous faisons ici. L'art de grimper sur les épaules des autres, le plus haut possible pour les écraser. C'est ça que nous faisons en Afrique. Non, c'est pas sérieux ça. Et l'autre? La vraie définition, c'est l'art de bien gouverner la cité dans l'ordre et la paix. L'art de bien gouverner la cité dans l'ordre et la paix, en tenant compte des besoins des uns et des autres. Alors, quels sont ces besoins? Le premier besoin fondamental de l'homme, je les ai, merci de cette question, j'ai glané chez Platon. Platon avait déjà trouvé quelques-uns de ces éléments dans la République, mais il y a les besoins fondamentaux en couple.
j'en ai trouvé 5 couples, je les donne rapidement. Premier couple, nutrition et santé. Ah, les deux vont ensemble, la nutrition et la santé. Deuxième couple, habillement et logement décent. C'est des besoins fondamentaux. Troisième couple, instruction et éducation, c'est pas la même chose. Et instruction et éducation. C'est fondamental ces trois-là déjà. Quatrième, travail créateur et rémunérateur. On n'aurait pas tant de chômage. Et cinquième, libre association conjugale et professionnelle. Ce qu'on appelle aujourd'hui les libertés. Bon, alors, quel que soit le régime que vous avez en place, qui ne respecte pas ces 5 couples de besoins, il tomberait tôt ou tard. Au Cameroun? Mais les Camerounais n'ont qu'à suivre qu'ils ont un philosophe qui leur dit la vérité et ça ne plaît pas. Que si les Camerounais n'ont pas de soins de santé, si les familles ne peuvent même plus envoyer les enfants à l'école, on n'a pas à nous parler de la macroéconomie alors que l'économie domestique s'écroule. Non, ça ne marche pas. Alors, il y en a qui ne comprennent que le cinquième groupe, là, à liberté d'association professionnelle, syndicale et compagnie, mais on oublie qu'il y a le travail créateur. Un artiste, il crée, il ne gagne pas forcément, mais quand vous embauchez quelqu'un, ça doit être rémunéré. Alors, ça éviterait beaucoup de problèmes. Donc, je suis à peu près, je ne dis même pas intransigeant, en philosophie, on ne dit pas ça. Parce qu'il n'y a pas de pape en philosophie. Comme disait quelqu'un, Joe Mollet, il avait raison. Il n'y a pas de pape en philosophie. Nous estimons qu'on doit convaincre. Donc, si ces 5 couples de besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits, les besoins supplémentaires qu'on nous ajoute, la publicité et tous les autres, vous satisfaites cela, vous n'avez rien fait. Et quel que soit le régime, qu'il soit monarchique, qu'il soit aristocratique, à parti unique ou à multiples partis, peu m'importe, et moi encore, démocratique, dans le désordre organisé, tel que nous le connaissons, mais même au Cameroun, c'est pas normal. Moi, je le dis carrément, j'ai refusé de faire la politique en tant que philosophe pour pouvoir parler des choses fondamentales. Et le principe que j'ai adopté, nous voici. Je suis obligé de vous l'avouer. Un philosophe africain ne peut pas faire partie d'un parti qui n'est qu'une partie de la nation. Voilà ma théorie. Un philosophe africain comme je suis ne peut pas faire partie d'un parti qui n'est qu'une partie de la nation. Mon devoir est de dire la vérité, même si ça me coûte cher. Professeur, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été suffisamment récompensé pour tout le travail que vous avez abattu? Je réponds à votre question de deux manières. Premièrement, je suis professeur-chercheur. Et c'est rare que les professeurs soient récompensés. Je suis dans le même lot que tous les professeurs. J'ai crié plusieurs fois qu'il faudrait commencer par, j'ai dit ça au sous-préfet ou à ceux qui passaient par ici ou au préfet, de grâce, donner des médailles aux instituteurs. Même si vous ne leur donnez pas de l'argent, faites-leur au moins un peu d'honneur. Bon, si je vous apprends que pour ma pièce assimilados, ce n'est pas le gouvernement camerounais qui m'a couronné, c'est les Français qui sont venus me couronner au centre culturel français de Yaoundé. Où étaient les frères camerounais? Bon, je vous donne cet exemple-là. C'est comme Anne-Marie Ndiaye qui criait toujours, mais elle a fini par avoir quand même un peu gain de cause. Elle a raison. Mais d'une façon générale, on est dans le lot des professeurs oubliés. Au niveau récompense. Bon. Mais un bon professeur est comme un père, il ne doit pas s'attendre à ce qu'on lui paie. C'est sans prix, ce qu'il donne aux élèves. Ma plus grande récompense, c'est de voir que j'ai formé plus de 3 générations. Quelques-uns sont devenus de grands hommes aujourd'hui. Et quand je les vois déjà barbus, ça c'est la plus belle récompense de voir que vous avez eu des dames et des demoiselles dans les lycées. Je vous ai parlé du lycée Leclerc, du lycée Robala, etc. Bon, au niveau gouvernement, presque pas d'encouragement en ce sens-là. Mais ce qui n'empêche pas qu'en tant qu'organisation non gouvernementale, Fondecam, le gouvernement a souvent donné un coup de main, que ce soit le ministère de la Culture, que ce soit le ministère du Tourisme, et même déjà un peu le ministère de la Ville, quand ils voyaient qu'on veut aider un peu au monument. Il y a quelques jeunes là. Donc, à part ça, vraiment, on n'a pas vraiment dit grand-chose. L'autre réponse est que le problème de récompense pour des chercheurs, c'est une vraie gageure.
Parce que les chercheurs ne sont pas des gens qui intéressent beaucoup les gens. Quand ils veulent parler, ils disent trop la vérité. Vous connaissez les aventures de Cheikh Anta Diop. Quand il est mort, on a détruit tout ce qu'il avait fait à Dakar. Et il n'est bien connu qu'en dehors de chez lui, personne n'est grand prophète chez soi. Voilà la réponse que je donne. Quelques regrets? Bah, je n'ai qu'un seul regret, c'est que les Camerounais et les Africains, d'une façon générale, ont oublié quelque chose de très important. Comme moi, j'appelle très grave. Pour que vous compreniez la chose en un mot, j'arrive à Paris en 1954. On me met dans un restaurant avec les grands gaillards qui me servaient, mon petit nègre. Il faut voir l'époque. Hein. Alors, bien stylé et tout ça. Bon, j'ai dit, bien. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que je regarde tout au moins? Chacun a le nez fourré dans son assiette. Chacun à côté là. Chacun mangeant tout seul. Alors j'ai dit, c'est pas possible. J'appelle le gars d'à côté, il dit, monsieur, est-ce que vous venez, vous m'invitez ou bien moi je viens chez vous? Il dit, qu'est-ce que c'est, d'où venez-vous? Je dis, mais je viens d'Afrique. On ne mange pas tout seul, en Afrique on ne connaît pas. On se chamaillait, on devenait amis. Donc, je veux dire que les Africains ont perdu le sens communautaire. Et que c'est mon plus grand regret. Il y a un communautarisme africain dont il ne faut pas se moquer. Ce n'est pas du communisme. Ce n'est pas non plus de l'individualisme, c'est une chose très originale. Et que même jusqu'à ce que vous appelez aujourd'hui démocratie, il y avait une démocratie hiérarchisée, où chacun avait droit à la parole, même s'il disait des bêtises, on disait laissez-les d'abord parler, mais dès qu'on était d'accord, avec consensus, on ne passait plus outre. Donc je crois que voilà deux éléments pour lesquels j'ai un très grand regret, que les Africains, les Camerounais ne regardent plus que l'argent. L'argent, c'est quoi? C'est une convention, un symbole d'ailleurs stérile, comme disait Aristote. Et il faut donc faire attention que nous sommes perdus si on ne veut pas comprendre que le blanc sait fabriquer la technique, elle nous sert là maintenant. Mais ils ont perdu leur culture. Le blanc ne sait plus vivre. Quand il y a des hommes qui se marient entre eux et qu'on ose officiellement marier les homosexuels, le professeur Obama dit, en tant que philosophe africain, c'est inadmissible. Ce n'est pas seulement contre nature, mais c'est une abomination. Est-ce que Dieu s'est trompé de fabriquer des femmes avec un trou et des hommes avec l'autre machin? Qu'est-ce que Dieu, bons hommes qui se frottent l'un contre l'autre, vont fabriquer comme gosses? Non, à combattre, à mort. Alors, inadmissible, ce n'est pas même au nom d'une religion, au nom du bon sens. Donc, l'Europe ne sait pas vivre. Elle sait fabriquer la technique. Et elle a besoin de nous, comme disait un des plus anciens philosophes africains, comme je l'estime comme tel, Edward Blyden, du Libéria. Il disait que l'Afrique est le conservatoire spirituel de l'humanité. Et qu'un jour viendra où l'Occident viendra à nous. Je crois qu'il avait raison. Donc, voilà mon seul grand regret, que la nouvelle génération n'a pas compris ça, se met à faire l'homosexualité, le sida a tout cassé. Non! Ce n'était pas dans nos traditions. C'est ma grande douleur quand je mourrai, que les gens ne savent plus s'entendre communautairement. Parce qu'on est devenu individualiste à la manière des petits capitalistes soi-disant libéraux. Professeur, ce n'est pas un secret que je trahis ici. Vous êtes malade, très malade même. Alors, est-ce qu'il vous arrive souvent de penser à la mort? Est-ce que la mort vous fait peur? Non, j'estime que les Africains ont trouvé une formule. Depuis l'Égypte, on croit à l'au-delà, que les Blancs ne connaissent même pas. Même les Juifs, ils n'ont jamais cru à un ciel avant que Jésus-Christ ne nous amène le ciel, d'après le livre de l'Apocalypse de Daniel. Le Juif croyait à la terre promise, c'est pourquoi ils se battent encore là. Donc ils étaient très grands matérialistes, alors que l'Africain a toujours été spiritualiste depuis l'Égypte. Les pyramides que vous avez là sont des tombes, des demeures d'éternité. Alors nos ancêtres ont toujours cru à l'au-delà. Et alors, vous vous souvenez de beaux poètes de chez nous, sénégalais, Birago Diop. Les morts ne sont pas morts. Écoutez souvent le vent. Eh bien, je vais vous terminer là-dessus. Un de mes oncles maternels, qui s'appelait Jean Mangassila,
et qui me défendait quand ma mère me pourchassait ici. Ma mère qui est anesthésie Ongwal était une princesse assez rigoureuse. Quand je n'allais pas chercher de l'eau, à temps, elle croyait que c'était mauvais. Or, on nous avait dit que dans la tombe, dans le puits qui est là-bas au fond, une femme nous avait gavé la tête la veille en disant que les fantômes attendaient les gens sur le bord de la tombe. Alors j'ai pris la fuite, je ne voulais plus aller chercher de l'eau. Quand je rencontre mon oncle qui m'a sauvé, ce vieux oncle, il dit comment tu vois pas que l'enfant a peur? On a dit qu'il y a des fantômes là-bas. Bon, puisqu'il y a des fantômes aux sources, des fantômes partout, dont il y en a de là. Bon, là-dessus, ce vieux oncle vient me voir un beau matin quand j'étais rentré d'Europe, de très bon matin, pour me dire, vous n'imaginez pas quoi. Tout ce qu'on raconte là-haut, j'ai dit là-haut où? Il dit en volier, et faux. Il dit comment? Qu'est-ce que tu racontes? Tu viens me dire ça un dimanche matin. Il dit, je te dis que tout ce qu'on nous raconte là-bas en volier est faux. J'ai vu tous ceux qui sont morts aujourd'hui dans ma tête la nuit. Ils attendent, ils ne sont pas au ciel du tout. Ils attendent quelque part, sous les arbres, aux sources et compagnie. Mais incroyable, hein? Vous voyez... mais vous-même. Hein? Vous-même. Mais nous autres, nous sommes des gens partagés. C'est-à-dire que tu peux croire ou ne pas croire. Mais du point de vue tradition, comme philosophe africain, j'estime que c'est très important qu'il y ait un pays vivant des morts, qu'on ne disparaît pas complètement comme veulent les Occidentaux. Mais que le christianisme ait ajouté l'aspect paradis terrestre, ou même l'islam, l'aspect paradis, mais c'est bien. Ça rejoint nos convictions ancestrales, donc ça ne me gêne pas, au contraire. Mais ce qui ne va pas, c'est le matérialisme qui croit que tout finit ici-bas. Non, on continue. Par conséquent, ce que je pense de la mort est extrêmement simple. Tous les deuils que j'ai vus, que j'ai vécus, on danse. On pleure, mais on danse aussi, on chante. Les San et compagnie. Et les Blancs n'ont jamais compris ça. Il y a une phrase que mon grand-père, Obamongola, battait au tam-tam, qui résume tout le problème. Un beau matin, je devais avoir 10 ans, je le trouve en train de battre ce tam-tam à Hala. Il dit qu'il avait eu un songe et qu'on lui avait appris ce chant-là là-bas. Yeba yimora kalga namoui, yeba yimora kalga namoui. Est-ce qu'on pleure quelqu'un qui rentre chez lui? Est-ce qu'on pleure quelqu'un qui rentre chez lui? Mais vous avez peur de la mort? Non, je vous dis donc, voilà comment ma conviction. Je crois que cette petite phrase du tam-tam de grand-père résume toute ma doctrine là-dessus. On ne doit pas pleurer quelqu'un qui rentre chez lui. Nous venons de chez quelqu'un, le christianisme précisera que c'est Dieu, tel que nous l'apprenons aujourd'hui, mais il y a un chez nous qui n'est pas d'ici. Donc on ne doit pas pleurer quelqu'un qui rentre chez lui. Je crois donc à cet aspect-là. Voilà, professeur, nous allons chacun à son tour quitter cette terre de misère, c'est le cas de le dire, avec toutes les maladies qui nous entourent. Et si vous arrivez aujourd'hui de partir, quelle image souhaiteriez-vous que les Camerounais en général gardent de vous? Eh bien, je ne souhaite aucune image, sauf une que je ne veux même pas entendre. Pas de décoration posthume. Parce que j'estime que vos aînés n'ont pas très bien compris que les médailles posthumes ne servent à rien. Saint-Augustin, qui est un Africain d'ailleurs, disait déjà que les cérémonies ne servent pas aux vivants. Non, ne servent pas aux morts, mais aux vivants. Les cérémonies ne servent pas aux morts, mais aux vivants. Alors c'est une étude venue nous amener des décorations posthumes et tout un tas de choses. Il y a quand même posthume avant, non? De toute façon, la seule image que j'aimerais garder de moi-même ou que d'autres peuvent garder viendrait de ce que, philosophiquement, saint Thomas d'Aquin avait dit quelque chose de terrible. La renommée ne dépend pas de nous, elle dépend des autres. Les gens n'ont jamais compris ça. La renommée ne dépend pas de moi ni de toi, ta renommée ne dépend pas de toi, ni la mienne non plus, mais dépend des autres. Tel que les autres veulent voir, tu n'y peux rien. Alors, je ne souhaite même rien car je ne sais même pas comment ils veulent voir, mais de mon propre point de vue, je ne sais pas comment ils vont me voir. Mais ce que je sais, pour moi, j'ai défendu une thèse. Il faut bien le dire, depuis la musicologie, depuis la sagesse du masque nègre, depuis que je me bats pour sauver le monument de la réunification, pour qu'on en fasse une affaire touristique rentable, avec tout ce que les grands-pères nous ont laissé là de style nègre, d'art nègre et un pando. J'estime que
La seule image qu'il faudrait, c'est que j'ai été un bagarreur de la culture africaine. Peut-être pas au même niveau que le grand sultan Joya qui est mort victime du chauvinisme français en son temps, parce qu'il dépend de la culture. Mais on est quand même des martyrs de la culture africaine. Voilà la seule image que j'aimerais. Qu'on revienne à nos traditions, à notre culture, à notre histoire. Autrement, l'Afrique est morte. S'il ne pleut pas dehors, il pleut dans mon cœur, je suis obligé tellement tout. Tellement il y a des malheurs que je pressens ou que je sens avec toute cette génération de jeunes sans repère, tous ces gens-là qui sont là en train de vouloir voler. Mais vraiment, même s'il ne pleut pas dehors, il pleut dans mon cœur. Donc, il faut prendre les choses au sérieux. La vie n'est pas que des amusements. Il y a des choses tragiques. Au soleil couchant de son terrestre séjour, nous pouvons affirmer, nous qui côtoyons le professeur Jean-Baptiste Obama, qu'il a beaucoup donné au Cameroun, mais qu'en retour, il n'a presque rien reçu. Alors, il faut donc faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard, avant que la bibliothèque ne brûle. Sinon, il ne restera plus que nos yeux pour pleurer et surtout, beaucoup de regrets. Bonsoir.